tableau un peu international, un peu rapide. Je te laisse montrer des images beaucoup plus précises. Alors bonjour, donc, merci de m'avoir invité à ce débat ce soir. Donc, comme l'a dit Guy tout à l'heure, je travaille comme consultante indépendante pour différentes organisations et notamment principalement Cratère, donc basée à Grenoble en France. Dans un premier temps, je vais juste très schématiquement vous présenter la situation des interventions humanitaires en situation post-catastrophe, mais très schématiquement bien sûr, et puis ensuite vous présenter l'approche de Cratère dans ce genre de contexte. Alors, au départ, un contexte local, une communauté locale, des ressources spécifiques, des cultures constructives, donc comme ici on voit une image de Haïti, exposée à des risques qui peuvent être naturels, économiques, environnementaux, sociaux, etc. Et survient une crise. Donc ici, une image du séisme du 12 janvier 2010 à Port-au-Prince. Dans certaines régions du monde, malheureusement, les gens n'ont pas les capacités économiques de faire face à ce genre de catastrophe. Et donc la communauté internationale intervient avec une réponse humanitaire de ce type-là. Donc un scénario, comme on le voit en 1, une catastrophe, l'effondrement de l'habitation. Donc bien sûr, je ne parle que des réponses humanitaires dans le cadre de la reconstruction de logements. Donc l'effondrement de l'habitation, on arrive avec des tentes pour tout de suite pouvoir loger des gens, qui sont remplacés dans un deuxième temps par des abris provisoires, transitoires, et se terminent par des maisons, enfin remplacées par des maisons permanentes. Donc le scénario 2 est assez similaire du scénario 1. Donc l'objectif est de rétablir la situation comme elle était au départ, donc avant la crise, avant la catastrophe. Donc en quelques images, on l'a vu tout à l'heure, voilà un camp d'urgence post-séisme à Port-au-Prince, enfin, en Haïti, suite à la catastrophe. Dans ce cas-là, un terrain a été choisi à une quinzaine de kilomètres de la capitale. Les gens ont été déplacés sur ce terrain. On y a construit des tentes pour pouvoir les loger très rapidement. Donc le choix a été fait avec l'État haïtien de prendre un terrain dans un no man's land total. Donc il n'y avait même pas d'arbres dans la région, pas de route, pas d'infrastructure, pas de travail, etc. Du point de vue architectural, beaucoup d'architectes ont lancé plein de bonnes idées de tentes. Il y a des milliers de modèles très intéressants en fait, de construction, de tentes ou d'abris très précaires, très intelligents, pas chers, etc. On peut les trouver assez facilement sur Internet. Ensuite, ces tentes sont remplacées dans un deuxième temps par de l'habitat transitoire. Comme on peut voir les images ici, c'est toujours sur le même site. Les tentes ont été remplacées par ces petites maisons en plywood qui sont censées durer de 3 à 5 ans avant d'être remplacées par de l'habitat permanent. Jusqu'ici, tout va bien. De nouveau, du point de vue architectural, plein d'architectes ont lancé des idées de ces habitats transitoires, souvent d'ailleurs très intelligentes et très pratiques, pas chères, mais malgré tout, toujours assez facile à développer depuis l'Europe, même pas besoin de se rendre sur place. On arrive à trouver des solutions facilement. Bon, il y a quand même quelques petits dommages collatéraux. Donc on voit le camp officiel de certains privilégiés déplacés, donc des 10 000 personnes tout au loin, là où il y a la flèche. Et puis on voit le bidonville informel qui s'est créé autour du camp depuis 5 ans maintenant, où il y a environ, enfin on ne sait pas exactement, mais probablement 100 000 personnes qui sont venues profiter de la manne, de l'aide des camps officiels. Donc on voit dans les zones rouges, donc c'est toute la zone informelle qui s'est créée autour du camp, qui représente donc une ville à part entière, actuellement
complètement laissée à elle-même, vu que les ONG sont pratiquement toutes reparties, et il n'y a toujours pas, ou pratiquement pas d'infrastructures de travail, ni de routes qui rendent facilement accessible la capitale aux gens qui habitent dans ce camp. Bon, maintenant, on passe à la partie 3 du scénario, c'est l'habitat permanent. Donc l'habitat permanent, en Haïti, ce qu'on peut voir, c'est la source du shelter cluster haïtien, on voit qu'en 4 ans, 5 ans, non ça date de 2014, 7500 maisons permanentes ont été construites, un besoin estimé à entre 200 000 et 300 000 logements. Et on voit aussi qu'il y a 113 000, enfin 120 000 abris transitoires qui ont été réalisés avec l'argent à travers toute ONG confondue. Hein. C'est donc des chiffres qui rassemblent un peu le travail des ONG sur place. Alors la question c'est où sont les architectes quand on a besoin d'eux? Parce que finalement c'est plus dans cette partie-là qu'on aurait besoin des architectes quand il s'agit de développer un habitat qui soit adapté à une situation sociale locale, à un climat local, à des moyens économiques des gens et qui permet de répondre à un besoin sur le long terme. Donc ça c'est une image d'un quartier qui a été réalisé en Haïti, financé par l'État haïtien, où bien sûr personne n'habite, car il ne répond absolument pas au mode d'habiter haïtien. Donc reprenons au début, et puis je vais essayer de vous présenter quelques pistes et quelques réponses qu'on peut donner à travers l'approche de Cratère. Donc, de nouveau, une communauté locale, ici on se retrouve aux Philippines, donc une communauté locale, des ressources locales spécifiques à une culture constructive, exposée à des risques et des crises qui s'en suivent. Donc, notamment les Philippines, c'est un des pays du monde le plus exposé aux risques naturels, et des stratégies locales de résilience, donc comment faire face à ces différentes crises. Les gens, bien sûr, n'ont pas attendu l'aide humanitaire pour développer des moyens de faire face à ces crises. Juste pour donner quelques petits exemples, mais quand même assez pertinents. Donc là, aux Philippines, ces abris temporaires construits avant le typhon, donc ils ont appris un jour ou 2 jours avant qu'il y allait avoir une tempête. Ils construisent ce genre d'abri pour protéger leurs ressources, leurs récoltes et eux-mêmes pendant le passage des vents. Ou alors on voit ici une maison qui a été déplacée juste avant le typhon parce qu'elle avait été construite trop proche de la rivière. Ici ils sont mis à toute la communauté, ils l'ont déplacée pour qu'elle soit protégée lors du passage de la tempête. Ou alors en Haïti, beaucoup de familles qui ont eu leur habitat détruit pendant le séisme sont retournées vivre à la campagne dans leur famille. Donc maintenant, au niveau stratégique, comment profiter de ces stratégies locales pour élaborer des stratégies humanitaires qui soient adaptées à des contextes locaux. Donc l'approche Cratère propose principalement de travailler, et même pas que dans le cadre de projets de développement, mais également dans des projets d'urgence, donc post-catastrophe, de travailler avec des partenaires locaux, des comités de quartier, des organisations paysannes, des associations locales, et d'étudier les besoins avec eux, immédiatement avec eux sur place. Simultanément, et avec eux de nouveau, on essaye d'évaluer en fait les forces et les faiblesses des cultures constructives locales. Donc pourquoi est-ce que les maisons finalement sont tombées? Et qu'est-ce qui a tenu aussi? Qu'est-ce qui a sauvé des vies? Qu'est-ce qui en a tué? J'imagine que vous avez beaucoup entendu parler de Haïti. C'est beaucoup les dalles béton malheureusement qui ont tué, pas parce que c'est du béton, mais parce que c'est du béton mal construit et que les gens n'ont pas le savoir-faire pour réaliser des bâtiments qui tiennent, alors que l'habitat traditionnel a beaucoup moins tué. Sur cette photo, une maison qui est penchée depuis le séisme, probablement parce qu'elle a été laissée à l'abandon, dévalorisée. Donc, dans ce cas-là, il s'agit avec les contremaîtres, les maçons, les charpentiers locaux, qui savent d'ailleurs beaucoup mieux que nous, souvent, quelles sont les forces et les faiblesses de l'habitat local. Et puis, troisièmement, donc, élaborer ensemble une stratégie de reconstruction
qui peut être en plusieurs étapes, une partie qui répond à l'urgence et des parties qui vont peut-être plus avoir une réflexion sur le long terme. Donc voici un peu quelques exemples, quelques pistes qu'on a développées dans différents projets qui sont mises en œuvre de manière différente, bien sûr suivant le contexte. Donc on utilise beaucoup les ressources locales parce que les ressources locales elles sont à disposition très rapidement, elles permettent de bien réduire les coûts et elles sont basées aussi sur les compétences locales, donc on peut toujours s'appuyer sur les maçons et les charpentiers contremaîtres, ingénieurs locaux. Bien sûr, alors en fait ce qu'on voit sur la photo c'est l'habitat traditionnel qu'on appelle donc au clissage, la petite photo en bas là, et puis une partie du projet où on voit qu'on a réutilisé les mêmes matériaux, les mêmes techniques avec quelques améliorations pour que les bâtiments survivent plus longtemps, donc un soubassement, des contreventements, des ligatures, ce genre de choses qui ne sont pas incroyablement nouvelles mais qui permettent de renforcer énormément l'habitat local. Aussi, beaucoup de notre travail, c'est de revaloriser les savoir-faire locaux, donc souvent complètement dévalorisés par l'avènement du modèle unique d'habiter venu de l'Occident et des États-Unis. Et donc, l'idée, c'est plutôt de montrer à quel point, comment ils construisent et ce qu'ils ont développé depuis très longtemps, c'est souvent très intelligent et qu'ils ont plus les capacités qu'ils ont plus les capacités de réaliser selon des bonnes conditions. Donc ici on voit une femme en train de fabriquer des nattes de toiture donc aux Philippines avec une palme locale. Juste pour l'anecdote, malheureusement ici des ONG ont voulu distribuer des tôles parce qu'il n'était plus possible de fabriquer ces nattes vu que le matériau de base avait été rasé par le typhon. Donc il y a eu des distributions de tôles, les gens n'avaient jamais utilisé de tôle jusque-là, les tôles qu'ils recevaient ne suffisaient pas pour une toiture complète. Et donc finalement ce qui a été décidé avec la communauté locale, ça a été d'importer d'une autre région moins touchée par le typhon ces feuilles de palme pour pouvoir continuer à fabriquer les toitures et attendre les 2 ans qui suffisent en fait pour avoir le matériau de base régénéré. Donc perdurer en fait les techniques. Faire perdurer. Ensuite, c'est aussi renforcer les organisations locales, donc des processus basés sur, peut-être vous avez déjà entendu parler, les MINGA, donc les processus d'entraide mutuelle en Amérique latine, ou les COMBIT ou Corvée en Haïti. Donc ici, ils sont en train de reconstruire une maison en s'entraidant, donc 10 familles en Haïti. Renforcer les compétences locales aussi, donc ici maçon, charpentier, contremaître principalement, un chantier formation aux Philippines, bien visible, la communauté locale peut voir ce qui se passe, peut participer à comprendre pourquoi les maisons n'ont pas tenu et pourquoi elles ont tenu. Donc ça c'est aussi une partie importante de ces stratégies. Former des formateurs, bien sûr pour diffuser et divulguer plus loin le savoir, aussi dans une idée de long terme, même en travaillant tout de suite après une catastrophe. Par exemple, il y a eu le séisme il y a 2 semaines au Népal, et mon ami vient de partir aujourd'hui pour faire une formation de formateur sur la construction traditionnelle népalaise. Donc ça peut se faire immédiatement, évaluer en fait les forces et les faiblesses de la construction, et puis tout de suite essayer de renforcer les savoirs locaux. Ensuite, il y a aussi valoriser les professionnels locaux, donc ici des maçons et des charpentiers qui ont participé à des chantiers formation, et ensuite les soutenir pour créer des micro-entreprises locales. Ces gens ensuite restent sur place et ils garantissent aussi la qualité des constructions qui vont se faire par la suite au cours des années. Sensibiliser la communauté locale, comme ici aux Philippines, montrer qu'en fait dans le monde on ne construit pas qu'en briques de ciment, mais qu'il y a autant de manières de vivre que de pays et de régions. Donc redonner confiance dans ces techniques et montrer que même en Europe des gens mettent beaucoup d'argent pour se construire des maisons en terre et en paille. Donc pourquoi pas eux aussi continuer avec ce type de matériaux. Favoriser les échanges entre les communautés, donc bien sûr valoriser, encourager donc les communautés à parler de leur propre expérience. Ici en Haïti, on a
passé pas mal de temps à essayer de se faire rencontrer des communautés paysannes et échanger sur comment elles construisent, comment ça a tenu, pourquoi, qu'est-ce qui s'est écroulé. Et finalement, donc, réaliser des bâtiments témoins exemplaires, plus largement que l'habitat. Donc, les matériaux locaux, c'est pas uniquement pour l'habitat, c'est aussi pour des bâtiments publics à plus grande échelle. Donc, juste à la fin, pour terminer, quelques images des projets sur lesquels j'ai travaillé. Aux Philippines, on voit dans la petite image l'habitat traditionnel et on voit ensuite la reconstruction faite par les gens et les professionnels locaux. Donc sur un programme de reconstruction de 100 maisons pour l'instant, sur une des îles qui a été très touchée par le typhon. On voit que la typologie architecturale est très semblable. Il y a quelques améliorations au niveau des fondations et des contreventements principalement. Ici en Haïti, de la réparation de maisons, donc la petite image c'est la maison avant et puis la grande image c'est la maison après. On réutilise les matériaux de l'ancienne maison dans la mesure du possible et surtout on revalorise en montrant que ces matériaux souvent laissés à l'abandon, donc qui vont moins tenir en cas de crise, peuvent être aussi très beaux et ils peuvent être aussi très fiers de leur maison. Donc ça c'est un projet de plusieurs organisations avec lesquelles nous avons travaillé en Haïti qui a permis la reconstruction de plus de 1000 maisons en autoconstruction avec accompagnement technique. Donc ici par contre une maison neuve suite au séisme mais aussi basée sur des techniques locales. On voit la petite photo, c'est la construction locale et la reconstruction. Et dans une autre région encore, toujours en Haïti suite au séisme, l'habitat traditionnel était un peu différent, plutôt de la maçonnerie chaînée, non pas la maçonnerie chaînée, de la maçonnerie de pierre qui a été renforcée par des chaînages en bois. Par rapport à l'habitat plutôt ossature-bois remplissage qui avait plus bas proche de Port-au-Prince. Donc voilà, pour terminer, en fait, l'idée principale de l'approche avec ces projets avec Cratère, c'est de revenir en fait à une situation améliorée par celle d'avant la crise. Et de travailler plutôt par étapes, donc répondre immédiatement à une situation d'urgence pour redonner confiance aux gens dans leur habitat et ensuite développer avec eux plus d'aspects de stratégie d'amélioration de l'habitat qui peut s'étendre aux cuisines et à d'autres parties des maisons. Ce sont aussi tous des projets où on a travaillé bien sûr pas que sur la construction mais également sur les moyens de subsistance, et sur la manière de gérer son environnement. Voilà, merci.